Bonjour, bienvenue à tous au webinaire sur les solutions alternatives aux pelouses traditionnelles. Donc, je me présente, Marie-Ève Vanet, coordonnatrice du service de l'environnement de la ville de Drummondville. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter cette conférence dans le cadre de nos initiatives pour promouvoir l'entretien éco-responsable des pelouses. Sans plus attendre, notre conférencière invitée, Madame Edith Smithers, diplômée en biologie de l'Université de Louvain. Résidente du Québec depuis 1970, Madame Smithers a donné des centaines de conférences et formations diverses sur l'horticulture écologique au Québec depuis les années 80. C'est une pionnière dans ce domaine et elle a écrit plusieurs livres à ce sujet. Cette femme, qui a fondé plusieurs organismes environnementaux ou en a été la présidente, a été une personne clé dans la création d'un code de gestion des pesticides au Québec en 2003. Actuellement à la retraite, Edith Smithers donne encore des conférences et est une porte-parole pour Équiterre dans le dossier de l'horticulture écologique. Donc, bienvenue, Madame Smithers. Bonjour tout le monde. Donc, les alternatives à la pelouse, c'est un peu un travail, plutôt une mission depuis de longue date pour moi. Donc, comme Marie-Ève vous a mentionné, je travaille sur le sujet des pesticides depuis les années 80, la fin des années 80. Et donc, on a obtenu le code de gestion des pesticides, mais il y a aussi toutes sortes d'autres enjeux qui peuvent faire que c'est beaucoup plus pratique d'avoir des plus petites pelouses ou d'avoir des pelouses différentes. Donc, ici, en fait, depuis 2000, j'ai écrit un premier livre sur les pelouses et couvre-sols. Et figurez-vous qu'à l'époque, mon éditeur me disait qu'il fallait pas mettre le mot écologique dans le titre parce que personne n'aurait acheté mon livre. Imaginez en 2000. Alors, 8 ans plus tard, il y a une deuxième édition qui est sortie, puis là, il fallait mettre le mot écologique. Donc, il y a eu vraiment, avec le code de gestion des pesticides, une sérieuse évolution. Et ce livre-ci est très intéressant aussi, donc Solutions écologiques en horticulture. On l'a écrit en collaboration avec une agronome et un entomologiste, donc un spécialiste des insectes. Et c'est un peu des réponses à toutes les questions que les municipalités se posaient, parce qu'à l'époque, on offrait une ligne verte pour répondre aux questions des citoyens. Alors, les livres que vous avez vus là sont tous épuisés en format papier. Ils sont encore disponibles en format numérique. Mais mon éditeur m'a suggéré de fusionner le livre sur la pelouse et les problèmes d'insectes ravageurs et tout ça pour en faire un seul volume. Et donc, c'est sorti en 2013 et toujours disponible en librairie et même, je pourrais vous en vendre aussi éventuellement. Donc, voilà. Alors, ce soir, donc, qu'est-ce qu'on va parler évidemment des alternatives à la pelouse. Je vais juste faire un petit topo. Pourquoi c'est tellement important de diminuer au moins la surface. Et aussi, même si on garde des pelouses, il y a moyen d'avoir des pelouses à entretien beaucoup moins élevé. Et aussi, bien entendu, on va parler surtout des alternatives à la pelouse. Et on m'a demandé aussi, en bonus, de vous donner quelques petites indications sur les travaux d'automne qu'on pourrait faire. Voilà. Alors, tout ça, c'est adapté à mon expérience, évidemment. Actuellement, j'habite un terrain de 3 acres et demi, donc parfois vous allez être surpris peut-être par les grandeurs de terrain et tout ça, là, mais en tout cas, j'ai habité 30 ans à Saint-Bruno de Montarville, donc je sais aussi ce que c'est que d'avoir un terrain plus petit. OK. Alors, ça va? On suit toujours bien les images? Ça va? Oui? Pas de grosse pétance? D'accord. Aucun problème. OK. Alors, c'est quoi les problématiques avec la pelouse standard? C'est que en Amérique du Nord, c'est vraiment caractéristique, d'avoir des pelouses qui sont en avant des maisons et qui sont non clôturées. Ce qui fait que, c'est le tapis en avant de la maison et qui reflète souvent, d'après, plusieurs, la personnalité des gens. Donc, une personne qui a un terrain négligé, ben ça peut être une source de, problèmes dans la maison et cetera. En tout cas, monsieur Bouchard a fait un beau texte là-dessus à un moment donné à Radio-Canada. Mais le gros problème, c'est pas la pelouse, parce que c'est quand même très beau, ça élargit visuellement la rue elle-même, mais c'est que c'est une monoculture. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce et en l'occurrence, c'est le paturin des prés. Enfin, quand on sème, il y a généralement 3 espèces, mais c'est le paturin qui va dominer. Alors, c'est quoi le problème avec le paturin des prés?
Donc, il est extrêmement pratique parce que c'est la seule espèce qu'on peut rouler, pour faire, du gazon tapis, là, du gazon en plaque, parce que le pâturin des prés fait des rhizomes très, très agressifs et ça fait comme une trame de tapis. Donc ça, c'est une qualité extraordinaire parce que ça fait un paysage instantané, une fois la construction de la maison, on met ça en place et puis, tout de suite, tout est propre et cetera. Autre avantage aussi, le pâturin des prés ou du Kentucky, vous connaissez peut-être les 2 noms, c'est très résistant au froid et au piétinement. Donc pour notre climat au Québec et pour les terrains de jus, c'est vraiment, l'espèce à avoir, mais on n'est pas obligé d'avoir juste cette espèce-là. Les inconvénients sont pas à négliger, c'est que c'est la graminée la plus exigeante en engrais, en eau, en lumière, en qualité de sol. Donc, s'il y a pas d'engrais, elle dépérit. S'il manque d'eau pendant une semaine, elle devient jaune. Il faut absolument 6 heures de lumière par jour. En tout cas, disons, c'est un peu, donc une plante très exigeante. Et si elle n'a pas les conditions idéales, ben c'est là qu'elle devient sensible aux ravageurs. Donc, en période de sécheresse, ben, on va avoir des punaises et puis des vers blancs et toutes sortes d'affaires comme ça qui vont apparaître et qui vont, en fait, c'est la nature qui essaye d'éliminer les faibles et puis qui essaye de faire du ménage avec les plantes qui ne sont pas à leur place. Voilà. Alors ici, je vous montre, je suis désolée, le diaporama ne fonctionne pas, mais je vous montre un peu ici un scénario typique de comment on prépare un terrain après la construction de la maison. Donc, on voit évidemment que le terrain est très, très compacté pendant la construction et quand la maison a fini d'être construite, on amène un peu de terre sablonneuse, en principe 4 pouces, mais ce n'est pas toujours le cas. Et voyons, donc avant donc, voilà. Voilà. Et alors, le lendemain, on étale les tapis gazon et puis c'est merveilleux, tout le monde est content. Sauf que celui qui restait la pelouse, c'est pas celui qui va l'entretenir par après. Alors, on ne sait pas combien de terre qui a été mis et puis on a une monoculture de graminées qui est sur une terre pauvre parce que donc c'est généralement c'est du sol sablonneux. Donc, on est rendu à devoir, faire de l'entretien intensif pour maintenir cette plante en vie. OK? Alors donc, ça consomme énormément d'eau si on veut que ça reste vert. Et puis, donc, on utilise des engrais, sinon cette plante-là, elle meurt. Et tous les engrais vont se retrouver après une pluie dans les égouts pluviaux. Et tout ça, ben, ça va arriver au plan d'eau le plus proche. Donc, comme j'ai habité à Saint-Bruno pendant 30 ans, ben, j'ai bien pu voir les effets. Donc ici, on voit le lac du village qui est en plein milieu donc, de cette petite ville. Aujourd'hui, c'est plus un village là. Mais ce lac-là, on offrait des cours de natation dans les années 60, imaginez. Alors aujourd'hui, c'est un marais carrément. Donc, avec Nature Action, on a fait tout un programme de restauration, mais c'est toujours un marais là. On ne va pas changer la qualité de l'eau. Donc, heureusement que les cyanobactéries ont réveillé un peu du monde, mais on ne parle plus trop des cyanobactéries. OK, donc assez de mauvaises nouvelles, on peut avoir des alternatives. Alors, premièrement, au lieu d'avoir une pelouse de pâturin, on peut avoir une pelouse à entretien minimum. Parce que c'est quand même pratique une pelouse pour jouer, pour s'asseoir, faire une sieste, etc. Et puis, il y a toutes sortes d'alternatives que je vais vous illustrer en photo. Ça va être beaucoup plus intéressant que de vous en parler comme ça. Voilà. Donc, d'abord, si on regarde le mélange qui est vendu, si vous semez une pelouse avec les semences, là, c'est ça le mélange. Donc, ici, le mélange traditionnel, pâturin des prés ou du Kentucky, fétuque rouge traçante qui va tolérer la mi-ombre et de l'ivraie, qui est une plante qui va germer très très vite et qui va faire un abri pour les autres plantes. Mais donc ça, c'est un mélange à entretien élevé. L'ivraie va durer 1 ou 2 ans, puis généralement, il meurt après 1 ou 2 ans lorsque le pâturin se sera bien établi. Et la fétuque va s'installer plus dans les endroits mi-ombre, donc c'est ça. Mais c'est sûr qu'un tel mélange, sans engrais, sans de l'eau, ça demande vraiment beaucoup d'entretien. Donc, aujourd'hui, on vend dans les jardineries des mélanges à entretien minimum. C'est pas encore très populaire malgré, disons, il faudrait qu'on ait des sous pour faire des campagnes là-dessus parce que quand on va dans les grosses chaînes qui vendent des affaires, des outils de jardinage à grande échelle, là, c'est toujours le mélange standard qu'on trouve. On me dit c'est parce que c'est ça que les gens veulent, mais on les a pas éduqués non plus pour demander d'autres choses. Donc, il existe des mélanges d'entretien minimum
qui vont contenir un peu de pâturin, parce que c'est quand même une plante qui a des qualités, mais qui va aussi contenir des fétuques fines, donc la même famille que la fétuque rouge traçante. Mais donc, ce sont des variétés qu'on appelle gazonnantes et durettes, qui, entre autres, la fétuque gazonnante résiste très bien à l'ombre aussi. Et moi, il existe des mélanges avec ou sans trèfle. Moi, je suggère le trèfle, je vais vous en reparler, moi, c'est une de mes plantes favorites. Et livré, ben, il y en a dans toutes les mélanges. À part ça, vous avez tout d'autres choix que vous pouvez introduire d'après les endroits où vous habitez, ou l'ensoleillement de votre terrain, par exemple le lotier, le thym serpolet, l'achillée. Et ça, je vais vous les illustrer, mais il y a aussi le mélange B. Donc ça, c'est pour la campagne. Ici, j'habite en Estrie et la plupart des gens, quand ils vont revégétaliser un terrain, vont mettre du mélange B. Sauf que là, au lieu de mettre du trèfle blanc, comme on mettrait dans un terrain de banlieue, ça va être du trèfle rouge qui vient un pied de haut et du mie, qui est une graminée avec des feuilles très larges. Et lorsqu'on coupe ce mélange-là, ça fait mal aux pieds. C'est un mélange qui est conçu pour les pâturages, à toute fin pratique, mais qui demande zéro entretien. Donc, si c'est juste pour regarder, c'est parfait. Voilà, alors je vais vous illustrer un peu tout ça. Donc, je pense qu'il faut que je sorte de ça ici. Et voilà. Alors donc, dans les jardineries, vous allez trouver donc, il faut rechercher et demander les mélanges à gazon à entretien minimum. Donc ici, vous en avez un avec du trèfle et vous en avez un qui est sans trèfle, mais donc et les sacs ne datent peut-être pas de cette année-ci, donc vous fiez pas aux images là, mais demandez. Et plus, moi je me rappelle que lorsque j'ai commencé à parler du trèfle, il y a dans une jardinerie, on m'a dit on ne vend pas de mauvaises herbes ici. Alors, c'est vraiment la demande des gens qui va faire que ça va changer. Même chez Costco, là, mettez dans la boîte à suggestions là, qu'ils mettent d'autres choses que leur mélange traditionnel qui demande plein d'entretien. Donc, c'est facile à trouver dans une bonne jardinerie. C'est sûr que vous allez trouver ça. Voilà. Et alors, le résultat, ça donne ça. Donc, ici, c'est le mélange avec du trèfle. Et devinez où cette photo a été prise. C'est au Jardin botanique de Montréal. Alors bravo au Jardin botanique parce que, je trouve qu'ils ont vraiment été très collaborants au moment de lorsque le code de gestion des pesticides est arrivé, au Québec. Ils ont sensibilisé les gens pour tolérer davantage les pissenlits. Ils ont fait toutes sortes d'essais pour, en tout cas vraiment, chapeau là parce que, d'abord c'est des gens très compétents qui travaillent là évidemment, mais ils ont montré l'exemple. Alors, vous voyez, ça fait quand même très, très beau. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire: «Oui, mais les trèfles, ça attire les abeilles et cetera». Oui, mais les abeilles, sont pas là pour manger les pieds de vos enfants, tu sais, et puis, en tout cas, il y a toujours un prétexte quand on veut pas, là et on peut passer la tondeuse et puis, les fleurs vont disparaître, mais bon, en tout cas, il y a toujours des excuses quand on veut pas. Voilà, alors les autres espèces, je vous les montre ici. Donc les fétuques gazonnantes et durettes. Ça ressemble évidemment au paturin, sauf que le brin est à peu près 2 fois plus mince. Et l'inconvénient par rapport au paturin, c'est que ça résiste pas bien au piétinement. C'est sûr que vous pouvez marcher dessus pour désherber les parterres et tout ça, mais vous pouvez pas jouer au soccer là-dessus, ça tiendra pas le coup, OK? Ou quelqu'un qui a une garderie, il a oublié ça, il faut des plantes plus résistantes comme l'ivraie. L'ivraie est très, très résistante, c'est le régras. Alors le trèfle, donc dans les pelouses de banlieue, je suggère évidemment le trèfle blanc. Parfois, ils vendent du trèfle blanc nain, en tout cas. Donc ça fleurit à peu près à 4 pouces de hauteur et lorsque vous allez passer la tondeuse, vous allez couper les fleurs, mais elles vont revenir. Puis c'est une très bonne source pour les abeilles, tu sais, on a tellement parlé de l'extinction des abeilles, ben, mettons des fleurs dans la pelouse, là, tu sais, ils en ont vraiment besoin. Alors, il y a une autre plante que j'aime beaucoup, mais que je n'arrive plus à la trouver pour le moment. Encore une fois, peut-être demander, vous recevrez. C'est le lotier corniculé. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise à la polyvalente du Mont-Saint-Bruno il y a sûrement 10 ans et plus. Et il y en avait partout. Personne n'avait jamais semé ça. Et c'est sûr que c'est une plante qui s'auto-sème. En fait, c'est vendu comme engrais vert pour dans les champs. Et probablement que ça s'est échappé, puis tout ça. Mais ce qui est extraordinaire, donc, c'est que c'est une plante que on tond régulièrement, ça fleurit au ras du sol et c'est extrêmement résistant à la sécheresse. Donc, ça fleurit tout l'été et en plein mois de juillet, ben, on a une pas mal plus belle pelouse que si c'est une pelouse juste avec du paturin. Le trèfle fait aussi l'affaire, bien entendu, là,
mais le lotier va être plus résistant, mais il va être plus lent à s'établir aussi. Il va prendre au moins 2 ans à bien s'établir. Il faut un peu de patience. Alors, il y a aussi le thym serpolet qui est très, très joli, enfin, parfois, c'est échappé de la rocaille ou j'en ai vu. Ici, c'est pris en bordure d'un terrain de soccer à Gatineau et donc ça résistait très bien au piétinement, ça fleurit au ras du sol, mais justement, il faut choisir les variétés qui fleurissent bas. Parce qu'à un moment donné, quand, à Saint-Bruno, mon voisin d'en face m'avait demandé de l'aider, puis je lui avais acheté des semences de thym et ça coûtait 100 $ pour 100 grammes. Alors, c'est sûr qu'il y avait probablement 2000 graines là-dedans, mais disons qu'il a mis du temps à voir le résultat et en plus, c'était une variété qui fleurissait à quelque chose comme, 3 pouces, donc il voyait très rarement les fleurs, mais il me dit: «Bon, ben, ça sent bon quand je passe la tondeuse» et donc c'est sûr que c'est très, très résistant au ver blanc et toutes ces affaires-là, parce que c'était une petite tige coriace et ça fait très joli. Il y a toutes sortes de couleurs, pour la floraison. Voilà, une autre plante aussi qui est très, très intéressante dans une pelouse que chez moi, c'est arrivé spontanément, c'est l'achillée millefeuille. Alors tout le monde, enfin plusieurs personnes connaissent l'achillée comme plante ornementale ou sauvage. Donc sauvage, elle est blanche et son feuillage est très doux, donc elle a 1000 petites feuilles, comme son nom l'indique et lorsqu'on la fauche, que lorsqu'on est dans une pelouse, elle va juste faire de la végétation et ça fait très, très doux pour marcher dessus. Donc, ça peut être une autre solution si vous avez de la chili dans votre coin, pour, faire de la variété. Alors, les fameux pissenlits. Donc, les gens sont toujours très inquiets d'avoir des pissenlits parce que pour certains, c'est comme un déshonneur, bien que j'espère que ça a changé quand même un petit peu. Mais quand on y regarde de près, une diapositive comme celle-ci, c'est quoi qui est le plus laid là-dedans? C'est la pelouse. Alors, le pissenlit, c'est un opportuniste. Donc, si on met une variété très exigeante et qu'on ne met pas d'engrais, qu'on n'arrose pas, qu'on a plein d'enfants qui jouent dessus, le pâturin est dépéri. Et qu'est-ce qui s'installe? Les opportunistes. Et parce qu'en fait, la nature a horreur du vide et donc elle va occuper l'espace avec les plantes qui poussent spontanément. Alors, ça, c'est pas très joli, je l'admets, mais regardez, ça, c'était ma pelouse à Saint-Bruno, là. Alors, les pissenlits, je les voyais juste quand ils étaient en fleurs. Ma pelouse était tellement dense qu'une fois la floraison finie, les feuilles étaient, toutes serrées l'une contre l'autre et puis on les voyait plus. Donc j'avais vraiment pas honte de ma pelouse à Saint-Bruno. Je me suis vraiment efforcée d'avoir la plus belle pelouse du quartier parce que les gens au début disaient: «Oh ça va être moche» et puis, «grano» et cetera, tous les qualificatifs. Et puis, si vous avez encore des doutes sur le pissenlit, semez-en un peu dans votre potager ou dans un espace, fertile. Vous allez voir, c'est une plante magnifique. Alors c'est une plante médicinale, c'est une plante, comestible, on peut faire du vin, on peut faire toutes sortes d'affaires. Donc petite parenthèse sur le pissenlit, même si, je vais pas faire peut-être beaucoup d'adeptes là-dessus là, mais c'est ça, les tous les enfants aiment ça jusqu'à ce qu'on les ait convaincus que c'est pas beau. Et aussi un thème que j'aime bien, aborder dans toutes mes conférences aussi, c'est la biodiversité. C'est quelle que soit l'espèce, mettez par exemple, si vous mettez juste du trèfle, c'est une monoculture. Donc c'est meilleur qu'évidemment le pâturin des prés comme monoculture, mais dans la nature, il y a toujours de la biodiversité. Donc surtout des plantes à fleurs vont attirer des insectes différents et ça va faire une jungle qui va faire en sorte qu'il ne peut pas y avoir d'infestation. Mmh. Et les espaces vacants vont être occupés par les plantes les plus adaptées à cet endroit-là. Donc, vous voyez toutes les belles petites fleurs qu'on peut avoir dans la pelouse si on laisse faire la nature. Alors, j'ai deux dessins là, qui ont été faits pour un- comme un concours pour les enfants qu'on avait fait avec la Coalition pour les alternatives aux pesticides. Donc, on demandait aux enfants de colorier le dessin parce qu'il venait en noir et blanc et on leur demandait dans quel environnement ils aimaient mieux vivre. Alors, vous connaissez la réponse évidemment. Voilà, je vais pas trop vite, ça peut continuer comme ça? OK. Tout me semble parfait. Donc, parfait. Alors, en fait, pour plusieurs raisons, que ce soit environnementales ou, esthétiques ou simplement des questions, d'écosystème, disons comme ici par exemple, c'est une maison qui a été, où on a planté des arbres, il y a 25 ans probablement ou 30 ans même et puis, les arbres ont grandi puis
les le gazon traditionnel, le pâturin des prés ne pousse pas à l'ombre, ça va très, très mal. Donc déjà, c'est une bonne occasion de réduire les superficies de pelouse. Alors on a toutes sortes de choix qui s'offrent à nous, donc je vais vous nommer un peu, toutes les possibilités. Par exemple, il y a dans les jardineries, vous allez trouver un très, très vaste choix de couvre-sol. Je vais vous en nommer quelques-uns et vous allez peut-être être surpris, mais il y en a qui sont envahissants. Mais si vous choisissez ces plantes-là, ne mettez que ça, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc, par exemple, les gopodium, une fois qu'on a installé ça, c'est très difficile de s'en débarrasser, mais c'est très, très résistant à tout. Vous mettez ça sous un érable argenté, presque pas d'espace pour les racines, ça va survivre et c'est quand même un très beau couvre-sol, mais c'est envahissant et ça va faire compétition avec d'autres plantes si vous les mélangez avec d'autres plantes. OK? Et ça reste beau toute l'année, à condition qu'on le fauche un peu avec des cisailles au mois de juillet et il va redonner une nouvelle végétation. Et une autre plante que j'aime beaucoup aussi comme couvre-sol, c'est le muguet, mais lui devient moins beau rendu au mois d'août après la floraison. Mais c'est aussi une plante envahissante, le muguet. Mais ça fait des très beaux couvre-sols. Voilà. Sinon, vous avez vraiment tout un choix, la bugle rampante, le lamier, il y a avec des feuilles panachées, pas panachées, l'alchemie ou manteau de Notre-Dame. Donc ça, c'est plutôt des touffes, ça fait des touffes et puis, mais ça se ressème et puis, c'est très facile à multiplier et ma préférée, c'est la pervenche. Donc la pervenche, c'est une, petite fleur, elle vient donc, elle fleurit début mai, quelque chose comme ça et l'avantage, c'est qu'elle ne perd pas ses feuilles en hiver. Donc dès la fonte des neiges, vous avez une surface qui est verte. Alors ça, c'est très intéressant. D'autres, couvre-sol encore, la pachysandre que je vous ai montré dans la première diapositive, de couvre-sol. Donc ici, c'est une variété panachée. Alors c'est sûr que si vous devez acheter 2000 plants, ben, c'est très, très coûteux, mais vous commencez petit à petit avec une dizaine de plants, puis ça se multiplie. C'est l'avantage des couvre-sols, ça se multiplie, parfois même trop. Mmh. Donc le l'amiastrum aussi, ça fait des stolons, donc ça peut se répandre assez vite. Et les hostas aussi, ça c'est parmi mes plantes préférées, surtout donc que ça tolère l'ombre. Évidemment, c'est des plantes d'ombre et il y a un choix absolument phénoménal, d'hostas avec des feuilles, énormes, des fois qui couvrent vraiment des grandes surfaces et il y a disons en général, les variétés standards attirent beaucoup les chevreuils, mais il y a des variétés qui résistent aux chevreuils. Donc on a une place ici dans mon coin, là, à Potton, une petite, entreprise qui s'appelle Omilosta. Alors je vous invite à aller voir ça. Alors pour le soleil, donc on a d'autres espèces qui peuvent servir de couvre-sol, qui sont peut-être pas toujours, très, rapides à s'installer. Par exemple ici la joubarbe, ça met assez longtemps à s'installer, mais c'est très joli. Évidemment, la plupart des couvre-sols, c'est pas fait pour marcher dessus. Donc c'est pour ça que un gazon à entretien minimum entre les parterres de couvre-sol, c'est quand même intéressant. Et si vous avez l'orpin ou le sédum, j'ai des photos d'un terrain planté uniquement avec ça, enfin, en grande majorité avec ça. C'est très, très joli. D'autres plantes aussi très résistantes et très faciles d'entretien, donc les géraniums à grosses racines, le géranium sanguin, il y a différentes couleurs, différents cultivars. Donc ça, c'est pour le plein soleil. Bien que le géranium à grosses racines peut tolérer l'ombre aussi. Et ici, la lysimaque, qui est une petite plante avec des stolons, disons, ou des branches retombantes, qui peut aller au soleil ou à l'ombre, mais qui demande de l'humidité. Donc, il y a vraiment tout un choix. Il suffit de regarder sur les étiquettes des magasins. Et la mousse. J'ai souvent des questions de gens qui me disent, oui, moi j'ai plein de mousse sous mes conifères, qu'est-ce que je fais pour éliminer ça? Mais si la mousse pousse sous vos conifères, c'est que c'est la meilleure plante qu'il y a pas. Puis en bonus, ben, il y a aucun entretien. Hein, c'est merveilleux, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent éliminer la mousse. Donc, moi, je pense qu'il faut accepter ce qui pousse spontanément. Disons, pour avoir moins de travail, c'est ce qui est la meilleure solution, c'est d'accepter ce qui pousse spontanément sur votre terrain. Puis vous pouvez faire un choix avec les choses que vous aimez plus ou moins. Voilà. Alors, il y a des arbustes aussi que vous pouvez utiliser comme couvre-sol.
Donc désolée, de ne pas l'avoir en diaporama. Donc il y a les cotonéastères que c'est soi-disant zoné, 5, mais moi j'ai déjà vu des cotonéastères qui étaient bien abîmés, heu, même, en tout cas, je trouve que c'est pas tellement résistant au froid. Il y a par contre donc le genévrier, en bas à droite, qui est une plante très utilisée en aménagement paysager, qui couvre des grandes surfaces et mon préféré, c'est le cyprès russe ou en latin, c'est le microbiota. Alors j'ai découvert ça il y a quand on a construit ici en Estrie et c'est une plante qui pousse à l'ombre, au soleil, dans presque pas de terre, pas exigeante du tout et le feuillage vient un peu Bourgogne à l'automne. C'est très, très, facile, 0 entretien et ça peut couvrir facilement, 1 m de diamètre à maturité, bien entendu, hein. Donc entre-temps, il va falloir mettre du paille. Non, je sors de là. Voilà. Ah oui, il y a une autre plante aussi que je voulais vous mentionner, qui est utilisée beaucoup au ministère des Transports, dans les bretelles d'autoroute, et cetera. C'est la coronie. Alors, la coronie est c'est une légumineuse pour commencer. Comme le trèfle, elle n'a pas besoin d'engrais. Par contre, c'est pas fait pour être tondu. Ça vient à peu près 2 pieds de haut et c'est idéal pour les endroits inaccessibles à la tondeuse. Par exemple, si vous avez un terrain au bord de l'eau ou, un endroit en pente rocailleux que vous ne pouvez pas passer la tondeuse, ben ça, c'est vraiment un bon choix. Mais ça pourrait, éventuellement envahir votre, pelouse, mais il suffit de tondre et puis, donc vous la contrôlez à la tondeuse. Hein, j'avais des amis qui avaient planté ça sur leur talus de garage et ça faisait très, très joli, sauf qu'à un moment donné, c'est rentré dans leur pelouse et ils ont eu un peu de misère avec ça, je pense. Mais très, très résistant, zoné 1, 0 entretien, faut juste arracher tout à l'automne puis, ça finit bien. Voilà, alors je vous montre quelques exemples de terrains qui ont été, transformés, dont on a enlevé toute la pelouse. Donc ici, c'est un terrain à Saint-Bruno en façade. Alors, c'était une pente plein sud. Ça, c'est l'idéal pour les vers blancs. Ils adorent les endroits plein sud, très chauds et donc le couple qui habitait là, s'arrachait les cheveux à se battre contre les vers blancs chaque année et là, ils ont décidé, ça va faire et ils ont installé entre autres du microbiota et puis toutes sortes de plantes, qu'ils aimaient, des hostas et cetera et cetera et donc j'ai une photo quelques années plus tard, vous voyez? Donc ici, c'est sûr que c'est des gens qui aiment l'horticulture et qui travaillent beaucoup à avoir des fleurs à tout moment de l'année. Si vous avez moins le pouce vert, vous pouvez, avoir peut-être une ou 2, 3 espèces et puis les laisser courir, pour avoir moins d'entretien là, mais c'est sûr que c'est très joli. Et la raison pour laquelle ils ont mis du gravier à fond de rue, c'est que lors du déneigement, on met du sel sur la rue, puis ça tue évidemment la végétation en bordure de rue. Donc, ils ont décidé de mettre des galets. Alors, c'est une bonne solution aussi. Voilà, alors un autre aménagement ici avec des hostas, donc aménagement pour l'ombre. Ici encore, ça c'est un petit terrain à Montréal quelque part, et alors vous voyez que quand les plants sont petits, c'est sûr qu'il ne faut pas laisser le sol à nu parce que vous allez avoir plein de mauvaises herbes. Donc on utilise du paillis pendant les premières années, puis, après ça, vous aurez plus besoin d'en mettre parce que le feuillage va tout couvrir et même déborder. Donc, un couvre-sol généralement, il faut surveiller étroitement pendant 3 ans au moins et puis après ça, lorsque les plants sont matures, on a presque plus de travail. Voilà. Ici, vous avez un autre terrain avec, la photo est peut-être pas extraordinaire là, mais, au lieu du gazon, c'est du thym, serpolet, variété Pseudolaginosus. Donc c'est une variété qui fleurit, je ne sais plus quelle couleur là, mais en tout cas, les fleurs paraissent pas, donc ça fait vert, hein. Alors, c'est des gens qui veulent, quand même que ce soit vert. Bien qu'avec des fleurs, ce serait joli aussi, il me semble, hein? Mais donc et ça, c'est le terrain avec de l'orpin ou donc le sédum. Donc c'est une dame de Rosemère qui m'a envoyé ça, en tout cas dans nord de Montréal. Pour elle, le gazon est un ennemi. Donc elle a partout remplacé son gazon par des couvre-sols. Tout son terrain, ça ici avec, je suis sûre que c'est beaucoup d'entretien là, mais c'est une dame qui a le pouce vert. Alors c'est pas pour tout le monde là,
Mais, voyez-vous, elle a vraiment zéro gazon et tout ça donne un très, très bel effet avec un effet de pelouse. Ici, c'est la pachysandre panachée. Voilà, ici, c'est la pervenche. Donc elle a l'air d'avoir un grand terrain, là. Voilà. Alors, je vais aussi vous parler du paillis parce que ça peut aussi être une façon de réduire, la superficie du gazon. Surtout si vous plantez des jeunes arbres sur votre terrain, la tondeuse ou le weed eater, là, c'est l'ennemi numéro un des arbres. Donc, on met toujours du paillis autour des arbres et des arbustes pour commencer. Et puis, je voulais, donc ici, lorsque vous mettez un couvre-sol, et en attendant qu'ils prennent toute leur ampleur, ben, il ne faut jamais laisser le sol à nu. Lorsque le sol est à nu, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont s'installer et donc c'est plus d'entretien. Là, alors, vous pouvez acheter du paillis dans le commerce, le paillis de cèdre qui est le plus connu, ou vous pouvez vous en procurer auprès des émondeurs. Donc, on appelle ça le bois raméal fragmenté, bien que beaucoup d'émondeurs ne connaissent pas ce terme-là. Vous leur demandez quand vous entendez une déchiqueteuse qui se promène dans le coin là, moi je courais, quand j'habitais à Saint-Bruno, je courais après les dès que j'entendais le bruit de la déchiqueteuse, je disais: «Venez livrer chez moi» et cetera et puis évidemment, ils vous livrent pas un demi-camion, ils vous livrent un camion complet là, donc il faut avoir un peu d'espace d'entreposage. Moi j'habitais dans un cul-de-sac, ce qui fait que ça allait bien là, mais disons, c'est quand même un peu de gestion. Par contre, la plupart des municipalités sont équipées avec des déchiqueteuses et j'ai oublié de demander à Marie-Ève, elle pourrait répondre tout à l'heure, peut-être que c'est accessible aux citoyens aux travaux publics. Alors, plusieurs municipalités permettent aux citoyens d'aller en chercher, avec des remorques ou des poubelles et cetera. Pour Alors c'est un l'instant, maté c'est pas disponible, au OK. service des travaux publics parce qu'en fait, effectivement, déjà, le service des parcs et espaces verts utilise, Ah oui, effectivement. OK, bon, alors ils l'utilisent pour eux-mêmes. Donc, c'est un matériel qui est gratuit en général et puis c'est ça, si vous pouvez vous arranger avec un voisin pour partager un voyage, de ça là, c'est merveilleux et c'est le bois raméal fragmenté, contrairement au retail de cèdre, par exemple, le paillis de cèdre, dans la fiche technique du paillis de cèdre, c'est sûr que ça contrôle les mauvaises herbes, mais c'est répulsif pour les insectes, le cèdre, à cause des huiles essentielles qu'il y a dans le cèdre. Alors après quelques années, ça va s'estomper, il y a pas de problème. Tandis que si vous avez du bois raméal d'arbres à feuilles caduques, comme des érables et des choses comme ça, vous allez avoir un bois franc qui est extraordinaire, qui va attirer les vers de terre à 100 lieues à la ronde, là. Moi, ça fait, je pense, 25-30 ans que j'ai lu là-dessus. C'est le docteur Lemieux de l'Université Laval qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et en bonus, donc, il y a des champignons qui vont s'établir là-dedans. Ça fait peur un peu au monde, là, mais c'est excellent, les champignons, parce que sous la terre, il y a un réseau de mycélium, donc, qui va s'établir et qui va se marier avec vos plantes que vous avez mises. Vous allez voir, ça fait une différence phénoménale, sur les plantes, vous allez mettre ça. J'en mets même dans mon potager, moi. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. OK. Alors si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir. Donc une autre façon, au lieu de planter plein de couvre-sol, c'est la naturalisation. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui, construisent en milieu boisé. Évidemment, j'ai beaucoup d'exemples de Saint-Bruno parce que je suis restée là 30 ans et je me rappelle qu'au début, les gens qui construisaient en bordure du parc du Mont-Saint-Bruno, beh, ils nettoyaient tout le sous-bois, c'est-à-dire qu'ils arrachaient tout, puis ils mettaient du gazon. Alors, c'est évident que le gazon n'était pas tout à fait approprié et voilà qu'il y a un biologiste qui s'installe dans le coin et qui décide de, au lieu de mettre du gazon, de simplement laisser revenir la nature, de mettre quelques plantes ornementales autour des escaliers, puis zéro entretien, pas de tondeuse, merveilleux. Donc, et depuis lors, d'ailleurs, la municipalité a mis un règlement que les gens qui construisent en bordure, en milieu boisé, ne peuvent pas mettre de gazon parce que c'est une source de problème. À cet endroit-là, d'ailleurs, il y a, je pense, 2 mètres d'épais de sable. Donc, ça draine très, très rapidement. Puis le gazon, ça tient pas le coup. Et avec l'arrosage problématique en été, donc maintenant, ils n'ont plus le droit de mettre du gazon. Alors, les choses évoluent. Les choses évoluent. Un autre concept aussi, pour remplacer les pelouses, c'est le xéropaysage où, ça, c'est des photos que j'ai prises en Californie, où en Californie et en Arizona,
c'est interdit, disons, c'est pas interdit, mais on encourage les gens à éliminer les pelouses parce qu'évidemment, ils ont des problèmes d'eau, vraiment très importants et que donc les gens peuvent pas arroser, puis c'est très laid. Donc ils donnent des rabais de taxes aux gens qui suppriment leur pelouse. Donc vous voyez ici tous les beaux effets qu'on peut avoir. Évidemment, ça, c'est probablement des plantes, du sud des États-Unis, mais il existe toutes sortes de plantes résistantes à la sécheresse, au Québec, très, très belles. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus aussi, que vous pouvez trouver encore en format numérique. Voilà, ici les graminées, entre autres, la plupart des graminées sont très jolies puis très résistantes à la sécheresse. Alors c'est sûr que c'est un investissement de départ, mais une fois que c'est établi, c'est là pour très, très longtemps. Voilà, et puis peut-être que plusieurs d'entre vous reconnaissent ce potager, qui est je ne sais plus sur quelle rue là, mais vous avez fait la vedette, il y a déjà une dizaine d'années, je pense. Donc c'était un couple qui avait pas de soleil en arrière et qui voulait, cultiver ses propres légumes et lorsque j'ai pris cette photo, j'avais aussi pris des photos en face où le gazon était complètement mort et là, c'était, la luxuriance, là, c'était absolument extraordinaire, donc aujourd'hui, c'est autorisé ce genre d'aménagement-là. Mais c'est sûr qu'on veut pas choquer les voisins. Je me rappelle quand j'ai commencé à parler d'alternatives à la pelouse, les gens, il y avait toutes sortes de règlements dans ma municipalité, ça ne peut pas dépasser 30 centimètres et en tout cas, parce qu'on avait peur de choquer les voisins. Il faut je pense qu'il faut toujours que ce soit beau, sinon vous allez convaincre personne, hein. Donc c'est pour ça que moi je me suis efforcée d'avoir le plus beau gazon du quartier, même s'il y avait des pissenlits pendant 2 semaines et j'ai vendu ma maison dans le temps des pissenlits, imaginez. Voilà, alors, autres alternatives évidemment pour les tout petits jardins, beh, allez-y gaiement avec les fleurs, le choix est à l'infini. Ça c'est des petits jardins européens, où ils ont généralement pas de pelouse en avant, parce que, c'est ça, c'est même plus facile d'avoir des fleurs. Si vous aimez pas l'horticulture, ben d'abord, vous ne serez pas parmi nous, j'imagine, mais c'est une autre option pour, des endroits peut-être où rien ne pousse, vous pourriez faire un jardin zen. Ça, c'est au Jardin botanique de Montréal encore. Et puis, en terminant les alternatives, je vais vous parler de mon pré fleuri. Donc, c'est sûr qu'ici, j'ai un terrain de 3 acres et demi, j'ai à peu près, la moitié qui est en prairie et lorsqu'on a acheté le terrain, c'était de la verge d'or. Donc, on a construit la maison, puis les bulldozers et les tracteurs se sont promenés partout. J'avais à peu près 20 000 pieds carrés à revégétaliser. Donc, c'est très, très important de bien préparer le terrain si on veut faire un pré fleuri. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand que moi. Moi, j'habite à la campagne, j'ai la place et je m'en suis donné à cœur joie, mais vous pouvez le faire sur des plus petites surfaces. Mais il ne faut pas semer au travers d'une pelouse, même si elle est abîmée, là, il faut éliminer la pelouse d'abord. OK? Donc, on a commencé, en fait, avant même cette étape-là, on a fait venir le fermier voisin, parce qu'on avait quand même une grosse superficie, il est passé avec son tracteur et il a vraiment labouré en profondeur. Et puis après ça, on a semé des engrais verts. Donc ici, on a semé du sarrasin. Le sarrasin est une plante qui, ben, elle va enrichir. Le but de l'engrais vert, en fait, c'est d'enrichir le sol en matière verte. C'est une plante qui se décompose très rapidement. Donc une fois il faut le faire avant qu'elle monte en graines, on fauche et on enfouit le sarrasin dans le sol. Donc c'est ce qu'on a fait après ça, donc on a tout enfoui ça dans le sol. Donc on a fait 1 an de préparation. Alors, on était sérieux là. OK et puis après ça, on a même dû refaire, un autre engrais vert parce qu'au mois d'août, lorsqu'on voulait semer notre pré fleuri, il faisait tellement sec que finalement on a mis du seigle d'hiver et on a semé seulement, l'année d'après. Donc finalement, 1 an après, on a ensemencé avec, un épandeur, de semences, là, ça on répand ça. Un petit avertissement, les graines, les semences de fleurs sauvages, ça coûte très cher. J'ai payé jusqu'à 400 $ la livre. Il y en a des meilleurs marchés, mais si vous achetez des mélanges bon marché, il va y avoir beaucoup de graminées, de plantes, peut-être indésirables. Le plus beau moi, j'ai acheté 3 mélanges différents, j'en ai fait un moi-même en prenant des fleurs de la région et le plus beau, disons, les plantes les plus intéressantes étaient dans le mélange le plus cher, évidemment. Bon, c'est un peu, toujours le cas. Alors évidemment, on sème et puis après il faut recouvrir légèrement, donc on a eu un peu mal au bras, mais ça valait le coup
Et la première année, j'ai aussi mis des annuelles parce que, donc je voulais un mélange de vivaces, mais je voulais quand même avoir des fleurs la première année. Ça faisait déjà 1 an qu'on attendait avec notre préparation de terrain. Donc, vous avez de la centaurée, des coquelicots, c'était magnifique, mais je savais que ça n'allait pas revenir l'année d'après. Donc voilà, l'année d'après, c'est les rudbeckies, la carotte sauvage, et les plantes, plus, les vivaces qui sont arrivées et ça évolue. Donc ça fait depuis 2004 que j'ai un prix fleuri et c'est toujours aussi beau, mais ça change. Il y a des plantes qui prennent le dessus, il y en a d'autres qui disparaissent, il y en a qui sont apparues seulement après 4 5 ans et le grand avantage avec un terrain comme on a, donc on a au moins un acre, en prairie. On n'a pas envie de passer, des jours sur la tondeuse à gazon, le bruit et cetera. Donc il y a tout un espace qui fleurit puis qui demande zéro entretien et parfois on a des petits coins qu'il faut refaire là, mais en général ça va bien. Alors les enfants adorent se promener là-dedans. On fait des petits sentiers puis, les enfants ont eu beaucoup de plaisir avec ça. Elles sont grandes maintenant ces filles-là, là, mais ça c'était au début et voilà. Ici, ça c'est le patoire, très, très belle plante qui est indigène. Ici, ça c'est dans mon mélange de fleurs que j'avais ramassées, dans les prairies avoisinantes quand je voyais une fleur qui m'intéressait et elle a pris vraiment beaucoup d'ampleur et c'est vraiment très, très joli, heu, au mois d'août. Le meilleur temps, c'est fin juillet ou jusqu'au début septembre. Et voilà, ici, ça a été pris il y a quelques semaines, donc il y a encore beaucoup de patoires en fleurs, de la verge d'or. La verge d'or, je n'ai pas dû la semer, elle est revenue un peu ici et là. Et ici, à l'avant-plan, en fait, j'avais un parterre de vivaces, mais j'étais tannée de désherber le parterre de vivaces. Finalement, je l'ai intégré dans mon pré fleuri et je me dis: «Bon, débrouillez-vous», puis, ils prennent le dessus sur en tout cas, bref, ça se débrouille, puis j'ai beaucoup moins d'entretien. Voilà. Alors, un des grands, grands bonus aussi d'un prix fleuri, que ce soit quelle que soit la dimension que vous voulez faire, ça attire les insectes, absolument, c'est extraordinaire. Je me promène là-dedans, là, et ça fait bzzz partout. Il y a des abeilles, en veux-tu, en voilà. Les monarques sont revenus. Pendant 1 an, on n'a pas vu un seul monarque, là, parce qu'il y a eu des problèmes donc aux États-Unis, je pense et là, ils sont revenus, là, pas autant qu'au tout début, mais j'ai bien confiance, ça c'est vraiment une jungle là, c'est vraiment un endroit idéal pour eux autres. Voilà, alors on essaye de prolonger la saison, le plus possible, pour profiter de notre pré fleuri. Donc j'ai beaucoup de graminées aussi dans le mélange que j'avais acheté, hein, des mélanges et les astères, c'est magnifique, ça fleurit abondamment jusqu'au mois de novembre. Donc on attend le plus tard possible avant de faucher, mais il faut faucher 1 fois par année. Si on ne fauche pas, c'est la forêt qui va revenir. Hein, parce qu'à un moment donné, il y avait une partie qu'on avait arrêté de faucher, on s'est dit: «Beh, on n'a pas besoin» eh bien, les bouleaux et les peupliers trempes sont revenus très, très rapidement. Donc, là, on fauche toute la prairie 1 fois par année. Donc, on attend le plus tard possible. C'était un prétexte pour mon mari de s'acheter un petit tracteur. Au début, on louait, là, mais à force de louer, on se dit, bon, on va s'en acheter un. Et on s'en sert tout le temps, tout le temps. Là, c'est tellement pratique. Donc, ça se fauche pas à la main, là. Ça prend des broussailleuses parce qu'on a grand. Mais si vous avez juste, je sais pas moi, 10 000 pieds carrés ou 5 000 pieds carrés, beh, vous pourrez le faire avec une débroussailleuse. Voilà, alors ça m'amène donc à vous parler aussi en terminant des travaux d'automne. Voilà, donc Marie-Ève m'avait demandé un peu de qu'est-ce que je fais à ce temps-ci de l'année. Donc moi, disons, en permaculture, ils disent de tout laisser au sol et que ça va se décomposer tout seul, et cetera. Moi, je veux bien là, mais je trouve que ça fait quand même moi, j'aime mieux, faire des travaux à l'automne parce que ça économise beaucoup de temps sur le printemps. Donc c'est sûr que les annuelles, il faut les arracher, je les mets au compost. Je fauche les vivaces, mais pas toutes là. Comme les hostas, par exemple, je me suis aperçue que je les laissais telles quelles et c'est beaucoup plus facile après, au printemps, ils sont tous écraboutis au sol, ça empêche les mauvaises herbes de pousser et les tiges des fleurs s'arrachent toutes seules, c'est donc ça, je j'y touche plus. Donc c'est un peu avec l'expérience que vous devez voir, qu'est-ce qui est l'idéal chez vous. Alors, partout où j'ai du sol à nu, j'en profite pour remettre du paillis à l'automne et je fais un gros tas de compost à l'automne.
Donc, je vais vous montrer tout ça en quelques images. Ah oui, et aussi donc, ce que vous pouvez faire à l'automne, sur, votre terrain où vous ramassez les feuilles, au lieu de ramasser les feuilles, passez la tondeuse dedans. Donc il faut passer un peu plus souvent. Vous attendez pas, lorsque les feuilles tombent toutes en même temps. On ne peut pas passer dans 6 pouces de feuilles, là, évidemment. Il faut y aller petit à petit, mais dans 1 ou 2 pouces de feuilles, ça va très bien. Et vous allez voir qu'on voit encore les petits morceaux de feuilles, mais après quelques jours, les vers de terre vont avoir tout mangé ça. Et pendant qu'ils travaillent à décomposer ça, ils aèrent le sol et ils font du compost. Alors ça, c'est vraiment une grosse économie de travail. Si vous en avez trop, moi, ce que je faisais à Saint-Bruno, c'est que j'avais des érables, des gros érables, où il y avait du gazon en dessous, autrefois. Alors, j'étouffais le gazon avec les feuilles et puis, je les passais quand même dans la tondeuse pour qu'elles ne s'envolent pas et donc c'est comme ça que j'ai, petit à petit augmenté mes parterres de couvre-sol. Voilà, alors je couvre donc le potager, les parterres, enfin là, j'ai plus beaucoup de parterres de vivaces parce que tout est en pré-fleuri et donc c'est surtout au potager que je m'efforce de garder le sol, couvert parce que les vers de terre peuvent travailler bien en surface et tout ça va se décomposer, petit à petit, souvent au printemps, je dois en remettre. Voilà, et alors le compost d'automne, donc moi je trouve que c'est le bon moment pour faire un gros tas de compost. Là, vous avez toutes les légumes du potager, les fleurs annuelles et aussi, moi je mélange j'ai un compost près de la maison où je mets donc tous mes déchets de cuisine et j'ai un tas de compost dans le jardin. Alors je mélange tout ça ensemble et ça me fait un gros tas. Évidemment, j'ai un grand terrain, j'ai un grand potager. Chez vous, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir, vous aurez peut-être pas besoin d'un gros tas comme ça, mais c'est ça, un gros tas va générer beaucoup de chaleur. D'ailleurs, on va le retourner une fois à l'automne, avant l'hiver et puis, au mois de novembre, là, ça chauffe, là, on voit la fumée qui se dégage. Donc on essaye de le retourner 1 ou 2 fois avant l'hiver et la température peut monter jusqu'à 140, Fahrenheit. Donc ça stérilise toutes les graines de mauvaises herbes, et cetera. Plus un tas de compost est gros, plus on va, nettoyer, disons, donc ça va éliminer les mauvaises herbes, ça va, tuer les graines, et cetera. Donc, plus c'est gros, mieux c'est. C'est sûr que les petits terrains de banlieue, vous allez peut-être pas avoir autant de déchets, mais, à composter. Mais voilà, une option si vous avez la place. Voilà, et alors pendant l'hiver, je recouvre ce tas pour éviter le lessivage. Donc, il est protégé de la neige et tout ça et c'est quand même une toile poreuse, fait que ça respire et au printemps, même le temps, on le retourne généralement encore une fois au printemps et je sème mes courges là-dedans. Donc ici, c'était il y a quelques années, je semais du butternut et durant l'été, le tas venait complètement recouvert. Pourquoi il avance plus? Il est pas content. Ah voilà, donc je pense qu'on a manqué une diapo ici. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc pendant l'été, le tas se recouvre complètement avec les feuilles de courge et cette année-ci, j'avais mis des citrouilles. Alors j'ai ramassé 6 belles citrouilles sans 0 effort. Le compost, c'est idéal pour, les plantes de tomates, mais surtout pour toutes les cucurbitacées. Ils adorent le compost à moitié décomposé. Donc j'en ai pour partager avec tous mes enfants et petits-enfants. Voilà, bon, pourquoi qu'il ne veut pas toujours avancer? Voilà, et alors, ce compost donc qui a maturé encore 1 an avec les courges par-dessus, mais là, ça donne un compost mûr qui peut servir après pour, les légumes racines, les oignons et cetera. On peut le tamiser ou non, ça dépend quelle perfection on veut atteindre, mais voilà, ça c'est mes travaux d'automne. Et voilà, donc ça termine ma présentation.